200 ans après, les Haïtiens sont encore à lutter pour le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à l'éducation, à la santé, pour les droits élémentaires. Nos ancêtres en 1803 ne pensaient pas que 200 ans après, on en serait encore là, à se battre contre les inégalités. Ce ne sont plus que les inégalités face à des colons, mais les colons sont devenus des colons haïtiens. Les frères haïtiens sont devenus des colons pour leurs propres frères. Donc chaque fois qu'un Haïtien se retrouve à Vertières, il devrait réfléchir à ce qui est advenu de ce pays 200 ans après. Et ce que nous allons laisser pour nos enfants. Nos ancêtres ont laissé l'indépendance, nous autres allons-nous leur laisser un pays où il fait bon vivre. En 1804, Haïti devient donc la première république noire et le deuxième État indépendant d'Amérique, 20 ans après les États-Unis. Mais cette indépendance acquise dans le sang par d'anciens esclaves n'est reconnue par aucune des grandes puissances qui craignent que ce souffle de liberté ne se propage dans toutes les colonies d'Amérique. Isolée, victime d'un embargo, Haïti apparaît comme une anomalie de l'histoire, une provocation à l'ordre mondial. La monarchie française, 25 ans après l'indépendance, va décider que pour reconnaître cette indépendance, elle exige d'Haïti le paiement de 150 millions de francs or en 5 ans. Il faut savoir que le budget de la France à l'époque, c'est 60 millions de francs or. Autrement dit, Haïti est appelé à verser la moitié du budget annuel de la France à la France pour reconnaissance de cette indépendance. Et Schellcher, qui a été irréprochable dans son combat anti-esclavagiste, disait d'ailleurs à l'époque, en 1843, quelque temps après, il disait que imposer une indemnité aux esclaves qui ont vaincu leur maître, c'est réclamer par l'argent ce qu'ils ont déjà payé de leur sang. Pour payer cette somme, il a fallu de longues années. Les Haïtiens ont payé entre 1825 et 1883, donc pendant tout le 19e siècle, mais pour payer les intérêts des emprunts qu'ils ont dû faire, à des banques françaises naturellement, pour payer l'indemnité, ils en ont pratiquement eu pour 100 ans. Et ça a pesé très lourd sur le développement d'Haïti. Donc les difficultés considérables que connaît Haïti, qui sont d'abord des difficultés économiques, mais aussi des difficultés sociales, culturelles, morales, politiques, sont liées à toute cette histoire. Bien sûr qu'Haïti a payé très cher son indépendance, a payé très cher la reconnaissance de son indépendance, et c'est la population paysanne qui a payé. L'élite a ponctionné les ressources agricoles pour payer la dette, et a prélevé au passage sa dîme en quelque sorte, puisque c'est elle qui a géré les emprunts, c'est elle qui s'est intégrée dans les réseaux financiers internationaux. C'est le paradoxe d'Haïti. Ce n'est pas le seul pays au monde, mais c'est un des plus, caractéristiques dans ce domaine, qu'il y a une juxtaposition entre l'extrême misère de la masse de la population et une élite qui est richissime, avec un écart de fortune que l'on a du mal à imaginer. Que reste-t-il de la perle des Antilles? De cette île à sucre, dont on dit qu'elle faisait vivre un Français sur 8 à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, tout me semble à l'abandon, comme un vieux rêve enfoui sous des bidonvilles. C'est vrai qu'Haïti est classé parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. Son sol épuisé ne suffit plus à nourrir les 8 millions d'Haïtiens qui émigrent vers les villes ou qui rêvent de s'installer à Miami ou Montréal. Même si ce peuple est encore fier, n'y a-t-il pas, 200 ans après l'indépendance, une grande désillusion? Malcolm Lowry a écrit Au-dessous du volcan. Mais nous, je ne sais pas si nous sommes au cœur du volcan ou bien... Il y a un bouillonnement, une effervescence actuellement sur le plan politique qui donne beaucoup à réfléchir parce que nous ne voyons pas où nous allons. C'est comme si Haïti plongeait dans un abîme sans fond. Haïti, c'est la vraie tragédie et j'ai toujours dit que Haïti rappelle un peu la tragédie grecque. C'est Échille, c'est Prométhée, c'est
c'est la découverte, le vol ou le viol du feu, et puis condamner que nous sommes, je vais parler de Haïti, à avoir nos viscères, nos entrailles dévorées par l'aigle. Malheureusement, nous sommes tout près d'un aigle tout puissant, actuellement qui s'appelle les États-Unis. La France a capitulé face à l'arrogance américaine. Et à un moment donné, la France s'est dit, bon, l'Afrique, je m'en occupe, mais Haïti, et que les États-Unis la prennent en charge. Et là, je crois que c'est une erreur de la part, je ne dis pas du peuple français, mais c'est une erreur de la part de la politique officielle française qui abandonne une enfant, une fille, parce que quelque part, nous sommes africains, mais nous portons aussi en nous les marques de la culture française. Ce n'est pas seulement au niveau des élites, au niveau des noms, au niveau de nos papiers officiels, au niveau de nos extraits de nos actes de naissance, les papiers juridiques, les pièces juridiques sont rédigées en langue française. Il y a toute une fournée de grands écrivains francophones que Haïti a donné pendant 2 siècles. Moi, je crois que c'est une vision erronée d'avoir choisi, là je parle de ceux qui ont eu des postes de direction en France, je ne parle pas du peuple français, d'abandonner une fille parce qu'elle a choisi l'émancipation. Il est un fait aussi que nous n'avons pas géré, parce que je ne voudrais pas, en reconnaissant, en acceptant, en avalisant cette conduite, ce comportement malhonnête, pervers et perfide de la part des grandes puissances, je ne voudrais pas non plus dédouaner nos dirigeants qui n'ont jamais eu le souci de fonder la vraie nation haïtienne. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité. Si aujourd'hui la France reste crispée sur les questions d'immigration, c'est parce qu'elle oublie de considérer que ces migrations sont dues essentiellement à la fois à son histoire coloniale et à son histoire postcoloniale, à la façon dont elle a traité l'indépendance avec ses anciens territoires coloniaux, à la façon dont elle s'est repliée après avoir pillé ces territoires, les avoir confisqués, après avoir profité du travail forcé, après avoir profité de toutes les ressources de ces territoires qui ont permis l'accumulation du capital en France et en Europe en général. Après tout cela, elle a fermé son portail. Aujourd'hui, il y en a qui forcent le portail. Et si, au lieu de rester crispée sur la photographie immédiate de l'immigration, la France faisait l'effort de comprendre que ces flux migratoires sont dus essentiellement à l'histoire coloniale, alors elle changerait son rapport au reste du monde. Elle comprendrait qu'elle a des responsabilités et que finalement, elle a, comme le reste de l'Europe, des dettes envers le reste du monde. J'étais parti sur les traces de Toussaint Louverture. Les traces qu'il a laissées ne sont pas matérielles, mais elles sont inscrites dans la mémoire collective des Haïtiens. Au cours de cette quête, j'ai rencontré un peuple attaché à la France et aux idéaux des droits de l'homme. Mais le plus surprenant, c'est qu'en Haïti, j'ai trouvé une part essentielle de notre histoire de France. Cette face cachée de notre passé qui nous lie au peuple haïtien et que nous ne voulons pas reconnaître. Combien de temps nous faudra-t-il pour cesser d'ignorer les Haïtiens, leur passé, leur fierté et leur culture? Allons-nous enfin un jour renouer des liens avec cette petite république, fille de la Révolution française? De Saint-Domingue.
Mais à partir de 1801, Napoléon Bonaparte, qui rêve d'un grand empire colonial en Amérique, va remettre en question les acquis de la Révolution et en premier lieu l'abolition de l'esclavage. Alors voilà l'Océan qui était le vaisseau amiral sur lequel Pauline Bonaparte et son mari Victor-Emmanuel Leclerc ont embarqué au mois de décembre 1801 pour emmener une expédition de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui étaient chargés de rétablir l'ordre esclavagiste à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Toussaint Louverture, en 1801, avait accordé une constitution à la colonie qui faisait que la colonie n'était plus tout à fait une colonie. Et c'est ça qui va motiver la colère de Bonaparte, qui ne supporte pas que cette colonie lui échappe, qui ne supporte pas que Toussaint Louverture lui fasse de l'ombre, parce que Toussaint Louverture, à l'époque, est un personnage qui jouit d'un prestige important, notamment en France. On l'appelait le Napoléon noir, et ça, ce n'est pas très, très plaisant pour Napoléon. On sait bien que souvent, quand il y a des expéditions coloniales, on n'en parle pas, on parle de pacification. C'était le cas pour l'Algérie, c'était la même chose. Il n'y avait pas de guerre officiellement, rien ne se passait, sauf que 60 000 hommes ont été envoyés là-bas et que très peu sont revenus. Et la colonie de Saint-Domingue, dans laquelle on était censé rétablir l'ordre, non seulement ne va pas revenir à l'esclavage, mais va être perdue définitivement pour la France. Elle deviendra République d'Haïti le 1er janvier 1804. Et Napoléon ne se remettra jamais de cet échec. Ce sera la fin de son rêve américain. Et de dépit, il va vendre la Louisiane. Lors de mon retour en Haïti, je faisais escale à la Martinique dans l'espoir de rencontrer Aimé Césaire, qui a écrit une biographie de Toussaint Louverture en 1960. Entre deux rendez-vous, le vieil écrivain accepta de m'accorder un court entretien pour évoquer le héros haïtien. Oui, j'ai resitué Toussaint dans l'histoire de la Révolution française. Et le cas de Toussaint m'a permis de donner un éclairage nouveau à la Révolution française. Fouché dans ses mémoires le dit tout uniment. On décidait qu'après la conquête, on maintiendrait l'esclavage conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Vous vous rendez compte? Donc on nie et la Révolution. On revient aux lois et règlements antérieurs à 89. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient rétablir l'esclavage. Ils ont pas dit pas du tout. Les Noirs seront libres. Le seul obstacle qui s'oppose à la réalisation de tout ça, c'est le sieur Toussaint Louverture. Ils ont tout fait pour isoler Toussaint Louverture. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que ça prenait. Les gens avaient envie de faire la guerre. Le gouvernement officiellement faisait des promesses. Un seul homme de solitude. Et je suis persuadé que, bon, excusez-moi, parce que je n'ai plus les détails en tête, mais quand il est monté sur le bateau, il savait bien qu'il partait pour la prison. Toussaint n'a pas pensé l'indépendance. Hein, et comme je pense, les 95% de ceux qui vont s'appeler haïtiens à partir du 1er janvier 1804, leur volonté n'était pas de